aujourd'hui, on a Moussa Camara. Moussa, tu peux commencer par te présenter en quelques secondes. Je suis entrepreneur depuis 12 ans et j'ai aussi fondé l'association Les Déterminés. Mais avant ça, j'ai créé une association dans ma ville, dans mon quartier, en 2007, qui s'appelle Agir pour réussir. Et cette envie de vouloir s'engager pour les autres est née depuis très, très longtemps. Raconte un peu quelle ville, en Île-de-France, mais quelle ville? À Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, dans le 95. En fait, moi, je n'étais pas du tout issu du milieu associatif. Nous, on a dû s'engager par nécessité parce que on habitait dans un quartier qui allait totalement détruire pour être reconstruit par le maire dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine. À cette époque-là, on était un peu désarmés. Il n'y avait aucune relation entre les institutions et les habitants. Et on a voulu créer une association pour essayer de créer le pont et surtout mettre des actions en place très concrètes pour vraiment créer ce rapport de force avec les politiques et surtout pour le quartier qui existait depuis 30 ans, 40 ans, où rien n'avait été fait en concertation avec les habitants. Ton association Agir pour réussir a pris d'autant plus d'ampleur durant la crise du Covid parce qu'on a pu voir justement ce problème qui est la fracture numérique. Durant la crise, tu as beaucoup œuvré à travers justement ton association pour cette fracture numérique. Ouais, en fait, je pense que c'était un sujet qui était très important. Il n'y avait pas que la fracture numérique, il y avait aussi ces familles qui vivaient dans la précarité avec cette crise qui a accentué leurs difficultés. Donc, il y a eu pas mal d'actions qu'on a fait en distribuant des colis alimentaires, notamment avec pas mal d'associations partenaires. Et surtout, pour nous, ce qui était important, c'était de faire en sorte que les élèves qui étaient dans nos villes, dans nos quartiers, qui étaient dans nos associations, bah, puissent aussi ne pas avoir trop de retard. Déjà, il y a des inégalités qui sont frappantes entre les établissements scolaires. Plus on ajoute la crise du Covid, ça risque d'être compliqué. Parfois, il y a des familles, il y avait 5 enfants, et ils utilisaient le portable de la mère pour suivre les cours. On décide d'arrêter les cours, mais derrière, on ne pense pas à trouver des solutions. Et c'est là que moi, j'ai commencé à passer quelques coups de fil. J'ai participé à beaucoup de réunions autour des quartiers politiques de la ville, notamment avec Julien de Normandie, qui a été très à l'écoute et qui a pu débloquer une enveloppe de presque 5 à 10 millions d'euros pour pouvoir équiper ces populations autour de la fracture numérique. On a travaillé avec notre préfecture et tout, etc. J'ai réussi à réunir au-delà de la GPR au moins 5 à 6 acteurs qui agissaient dans leur territoire, dans le 93, à Toulouse, notamment à Nancy. Donne des noms de ces belles associations. Il y a l'association de Ali Diouara, qui est président de Asso Assad de la Courneuve. Il y a Idriss Niang qui a lancé aussi Agir Ensemble à Drancy. Il y a Id Ayadi qui a lancé aussi son association à Garges-les-Gonesse dans le 95. Il y avait aussi Sofiane Sajri à Nancy. C'est qui à Toulouse? À Toulouse, c'est Ahmed Chouki. J'ai trouvé bon de réunir à peu près ces acteurs-là un peu partout. Et du coup, on a réussi à avoir des discussions avec le ministre Julien de Normandie. On a pu équiper plus de 700 personnes de tablettes et d'outils numériques. Tu parlais d'Agir pour réussir. Tu es connu en tout cas de plus en plus à travers l'autre association que tu as lancée qui s'appelle Les Déterminés. C'est un nom assez génial que tu as trouvé. Ça, c'est post, pré-Covid. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Raconte-nous un peu Les Déterminés. En fait, Les Déterminés, c'est un peu la continuité de mon action associative, notamment avec Agir pour réussir, où on était vraiment sur un aspect un peu plus sociétal auprès des habitants au quotidien. On faisait de la réussite éducative. Moi, j'ai jugé que finalement, en fait, dans ces territoires-là, il y a un taux de chômage qui est assez fort. Il y a pas mal de création d'entreprises, mais parfois, ces entreprises, elles meurent au bout de 3 ans. Pourquoi? Parce que j'ai fait le constat que moi-même, en tant qu'entrepreneur, je l'ai vécu, le manque de réseau, le fait de ne pas être accompagné, le fait aussi de ne pas avoir les moyens financiers pour pouvoir démarrer. Donc, quand je lance Les Déterminés il y a 5 ans, quand j'ai cette idée-là, l'objectif, c'est de créer une passerelle entre le monde économique et les entrepreneurs. Parce que je me dis, en réalité, si on arrive à apporter une dynamique forte et économique dans les territoires les plus fragiles, on peut favoriser une réussite sociale. Et c'est là que l'idée est venue de créer aussi l'association Les Déterminés. Après, j'ai eu aussi le déclic parce que je suis allé à Washington pendant 2 mois en 2011. Et là-bas, je voyais, en fait, j'étais avec des entrepreneurs où la journée, ils faisaient du business et le soir, ils faisaient des actions philanthropiques. Et eux, ils arrivaient à allier ces deux choses. Là où en France, il y a 10, 15 ans, c'était un peu mal vu. Et grâce au pouvoir économique qu'ils avaient, ils arrivaient à intervenir dans les ghettos, même les plus fragilisés, pour apporter en fait un soutien, une réponse et tout, etc. Et c'est là le déclic aussi. Il est venu en disant que finalement, si on arrive à accompagner des gens à être entrepreneurs, et si on arrive à leur redonner le pouvoir économique, à les mettre dans la lumière, ils peuvent aussi avoir un impact très fort localement, plus que toutes les politiques publiques qui sont prises depuis 30, 40 ans. Tu peux nous donner en quelques secondes, en chiffres, c'est quoi Les Déterminés aujourd'hui?
Aujourd'hui, les déterminés, c'est 14 promotions lancées en France. C'est plus de 200 personnes accompagnées, 75 personnes qui ont créé leur boîte, un tiers qui tournaient à l'emploi parce que leur projet, finalement, ils ont vu qu'il n'était pas forcément viable ou ce n'était pas forcément le bon moment pour eux, et certains qui ont repris une formation. Donc, c'est très positif ce qu'on est en train de construire, et c'est aussi dans la durée. Parce que l'ambition que j'ai, c'est que tous les entrepreneurs qu'on est en train de former aujourd'hui, peut-être dans 5, 10, 15 ans, ça sera des entrepreneurs qui compteront dans le pays. Et ça, c'est important pour nous. Parlons un petit peu des autres sujets. Récemment, tu avais un portrait de toi dans le Figaro, entrepreneur venant des quartiers populaires sensibles, noirs. C'est très, très rare. C'est quoi les solutions? On en a déjà parlé ensemble, donc on va aborder ce sujet et dire ça aussi à nos spectateurs. Moi, je suis pour les quotas. C'est toujours un sujet sensible. En 2011, quand la loi Cobé-Zimmermann est votée pour les quotas de meilleure parité, c'était à l'époque, je me souviens, scandaleux pour une partie de la population et très bien pour l'autre partie. On voit que 10 ans après, quasiment, c'est un succès pour les femmes. Moi, je pense qu'il faudrait certainement faire la même chose avec des quotas qui seraient des quotas de diversité. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Sur cette question-là, en fait, je suis un peu partagé parce que je me dis qu'à un moment donné, on va encore catégoriser les gens, mais à un moment donné, si on ne sait pas combien et si on ne peut pas compter, ben on ne peut pas agir. Il faut peut-être des quotas, savoir à peu près, par exemple, dans le monde économique, combien aujourd'hui les gens issus de la diversité sont représentés, etc. Après, il n'y a pas forcément besoin de quotas pour s'apercevoir qu'aujourd'hui, l'environnement économique qui nous entoure, il n'est pas assez divers. En parlant de diversité ethnique, parce que ça aussi c'est un point sensible, hein, la diversité, elle peut être ethnique, elle peut être sociale, elle peut être régionale. Donc ça c'est intéressant parce que toi, je pense que si je te prends ta promotion à Nancy, je suppose que tu as une diversité sociale, ethnique et donc régionale. Parfois, il y a certaines personnes qui cumulent les trois. Exactement. Mais justement, toi, dans tes déterminés, sur tes 200 personnes que tu as aidées, quand tu parles de diversité, c'est 100% diversité ethnique? Ce n'est pas du tout 100% diversité ethnique, mais c'est plutôt la diversité sociale. C'est par rapport au territoire. C'est par rapport parce qu'on a aussi bien des gens qui viennent de territoires ruraux comme des gens qui viennent de quartiers populaires, de personnes aussi qui viennent du centre-ville mais qui n'ont pas forcément le réseau pour permettre de développer leur projet. Et nous, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est un réseau à l'image de notre société. Et quand on va dans les QPV, quand on va dans les territoires ruraux, c'est parce qu'on juge que là-bas, c'est là où il y a le plus de difficultés sociales. Et pour nous, c'est important d'inclure les gens. L'idée, ce n'est pas de créer en fait un truc, notamment en faisant des actions dans les quartiers. C'est pour ça que moi, l'ambition que j'ai à chaque fois que je fais des formations, j'essaie toujours de sortir les gens de là où ils sont. Pourquoi? Parce que c'est important qu'ils s'intègrent très vite et qu'ils s'imprègnent de l'environnement dans lequel ils vont être confrontés quand ils vont lancer leur boîte. Et ça, dès le départ, ça commence. Et en formation, nous, on les fait tout le temps dans les cœurs économiques, dans les centres-villes, etc., pour faire en sorte qu'il y a cette démarche d'aller vers. Et c'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir peut-être, à un moment donné, faire des choses et vivre ensemble. Et ça, c'est très fort pour moi. Moi, je fais partie des gens qui pensent sincèrement que si tu ne forces pas les choses, donc en gros, si tu ne légifères pas sur certains sujets, le monde ne changera pas. Chez Bliss, qui est mon fonds d'investissement, on a une clause de diversité, qui est une clause obligatoire. De nouveau, la diversité, elle est protéiforme. Donc, ce n'est pas forcément juste de couleur. On ne peut pas dire, ouais, il faut plus de diversité, il faut plus de trucs. Et après, parce que parfois, il y en a, ils ont envie de prendre de la diversité, mais ils ne savent pas comment faire. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des entreprises, ils aimeraient recruter de manière différente. Donc, nous, on les accompagne à recruter dans leur équipe et on mélange en fait nos entrepreneurs, nos publics avec leurs collaborateurs. Ça permet de créer des connexions, ça permet en fait en douceur de faire en sorte que dans l'entreprise, les gens s'adaptent en fait à des personnes avec lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Ça crée des belles choses, ça crée des beaux projets, il y a des états d'esprit totalement différents. Et moi, je suis aussi pour cette forme-là qui va faire en sorte que le fait que les gens travaillent ensemble, portent des projets ensemble, bah finalement, naturellement, ça se fait. On remarque que lui, il est bon là, etc. Et tout. Et c'est dans la rencontre. Moi, quand je regarde mon parcours, je n'avais pas le parcours qui est destiné aujourd'hui à être en lien avec les grands décideurs économiques, politiques ou quoi que ce soit. Mais le fait de rencontrer, de discuter avec les gens, de parler sur des sujets, de porter un projet, bah, ça crée des connexions et finalement, on arrive à bosser ensemble. Moussa, j'adore cette passion. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'activiste que tu es. Merci à toi, Alexandre.